Alors, ce webinaire vous est proposé par Acemis. Acemis, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialiste de la transformation par l'expérience client. Ce que nous sommes, nous le disons dans notre nom. Pour A, c'est Anticipate. CE, c'est Customer Experience, et MIS, c'est Make It Simple. Donc, en fait, on vous aide à anticiper ce que vous voulez faire vivre à vos clients pour le rendre beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on appelle l'expérience client? L'expérience client, telle que nous l'entendons, c'est finalement ce que vivent et ressentent vos clients, les usagers, si vous êtes une administration, des bénéficiaires, des patients, des voyageurs, des salariés, en fait, quelle que soit votre activité. Quand ils utilisent vos services, c'est l'expérience d'usage. Quand ils parlent de vous, ils partagent leur vécu avec d'autres, des proches sur les réseaux, c'est l'expérience de partage. Et puis, quand ils sont en relation avec votre organisation, soit pour avoir des renseignements, soit pour réclamer, soit pour acheter quelque chose en ligne. Et là, c'est l'expérience de relation. Donc, c'est l'ensemble de cette expérience qu'on appelle l'expérience client. Juste pour vous donner quelques infos sur Acemis, donc on est capable d'accompagner des programmes de transformation par l'expérience client avec tout un ensemble de compétences, aussi bien le fait de vous aider à définir et décliner cette expérience client que de la mettre en œuvre avec des projets de CRM, de digital, utiliser tout le pouvoir de la data et de l'IA, mettre en place un centre de relations clients ou faire évoluer votre politique de relations clients, manager les changements tout le long de ce programme et de tous vos projets, développer la culture client auprès de vos équipes, améliorer l'expérience salariée qui va souvent de pair en miroir avec l'amélioration de l'expérience client. Et puis, bien sûr, tout ça, la plupart du temps, demande un programme de transformation et peut vous aider à l'organiser ou même à le piloter. Nous faisons partie du groupe Noventia, qui est un groupe de technologie qui travaille sur différents sujets comme la finance, l'innovation, la data, le marketing client, et nous sommes l'unité qui s'occupe de tout ce qui est centré client. On existe depuis 2001, on a toujours travaillé sur l'expérience client, c'est vraiment notre expertise, et le groupe Noventia comporte 350 salariés, et voilà. Je vais aller très vite là-dessus. Vous pourrez d'ores et déjà, je vous le dis, vous aurez accès à l'ensemble de ces documents qui seront disponibles en téléchargement dès que vous le souhaiterez sur Webikeo, qui nous accueille aujourd'hui. Pour ma part, donc, je suis Christelle Rahari, je suis directrice du pôle digital au sein d'Acemis. On a une particularité chez Acemis, c'est que nous croyons que c'est important de pouvoir non seulement à vous accompagner sur des projets de digital, mais la plupart du temps, on sait que ces projets de digital sont liés à des projets CRM parce qu'il y a des parcours de bout en bout sur l'ensemble de ces canaux. Donc, notre idée est de dire réfléchissez aussi au CRM ou au digital quand vous êtes en train de revoir vos outils ou vos parcours. Donc, nous, on peut vous accompagner aussi bien sur de l'AMOA que sur le fait de faire un diagnostic de votre site et de le refondre, que plus largement de réfléchir à toute votre stratégie omnicanale avant de la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, on vous propose de réfléchir à un aspect particulier des cycles de conception et de build et de run des outils digitaux. C'est toute la part UX, UI, donc toutes les interfaces, améliorer les interfaces, le SEO, les SIA et le CRO, et puis les tests utilisateurs. Tout ça qui permet d'avoir des données plus concrètes sur les sites et les apps, et de les améliorer. Et ça, on le travaille avec un écosystème d'experts dont Paul est un des grands représentants. Paul, je te laisse te présenter. Oui, je ne vais pas m'attarder sur ce slide. Donc, Zuka, c'est une petite agence de taille humaine créée en 2018 avec mon associé, un autre British. Nous sommes spécialisés de l'UX qui se nourrit des données, et on est expert donc de l'acquisition, tout ce qui est SEO, SXO, de la data et la conversion on-site. Donc, moi, je suis dans
dans l'e-commerce depuis fin des années 90. J'ai fait carrière chez notamment lastminute.com et photobox.com, et donc depuis une petite vingtaine d'années maintenant, expert sur tout ce qui est SEO et CRO. Merci, Paul. Alors, la première chose, on a une conviction en amont du travail sur le SEO et tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que quand vous travaillez sur une stratégie digitale, il faut que vous preniez le temps de l'inscrire dans une vision omnicanale de votre parcours. Parce que, en général, votre client, peut-être qu'il va commencer par regarder des informations sur le site internet, et puis après, il va vous appeler, et puis après, il va finir par venir en magasin ou dans vos lieux d'accueil de vos consommateurs, de vos usagers, de vos patients, de vos donneurs. Là, c'est ce qu'on a le cas avec l'établissement français du sang. Et donc, il faut prendre le temps de réfléchir à quels sont les canaux que je mets en place pour que les clients puissent avoir des interactions avec nous, et puis à quoi sert chacun des canaux que je mets en place et comment ils se répondent les uns avec les autres pour assurer un parcours qui soit fluide en omnicanal. Et force est de constater qu'aujourd'hui, quels que soient les canaux, en réalité, il y a un apport du digital, et c'est pour ça que ça devient un sujet très important dans l'amélioration de l'expérience client. L'autre point, c'est que il y a des leviers de base. Ceux-là, on ne peut pas les oublier. Le SXO, l'UX, le CRO et les tests utilisateurs, ça doit être inscrit dans votre stratégie digitale parce qu'il s'agit d'améliorer vos parcours clients au fur et à mesure. On a bien sûr des études à faire en amont, mais ensuite, c'est une histoire d'ajuster au jour le jour, et en particulier de se concentrer sur l'amélioration des objectifs, des résultats de conversion. Donc, mettre en place une stratégie, puis ensuite avoir des outils pour suivre les résultats et ajuster tous les jours. Alors, je vais laisser Paul prendre la suite. Donc, constat assez évident pourquoi le SEO ou le SXO. Le SXO, c'est quoi? C'est le Search Experience Optimization. Donc, c'est en gros, c'est tout le parcours d'expérience de recherche de search qui commence bien sûr avec un mot-clé tapé sur le moteur de recherche et qui va finir avec une première expérience de landing sur son site web ou sur son application digitale. Le SEO, voilà, en gros, ça permet à vos clients et à vos prospects de vous trouver sur le web facilement, et ça plus vite que ceux de vos concurrents. Aujourd'hui, c'est vrai que SEO égale Google, hein, en gros, parce que Google, en Europe, en France, détient plus de 90% du marché. Donc, faire du SEO, en gros, ça veut dire faire un bon référencement sur Google. Et on constate dans nos données des clients, voilà, nous, on constate même plus de 92%. On est aux alentours de 95%. Donc, aujourd'hui, SEO égale Google. Et c'est un levier ultra efficace. Et il faut le prendre dans son ensemble afin de maximiser vos conversions. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup d'aspects de métiers, de choses à faire au sein d'une stratégie SEO. Il y a le site web à optimiser, il y a les analyses à faire, il y a un content à rédiger, il faut aller chercher des backlinks, il faut faire son analyse sémantique pour mieux cibler certains keywords. Il faut suivre ses rankings, ses positionnements dans Google, et tout ça dans une logique d'optimisation qui, on espère, va fournir un trafic ultra qualifié, et qui, normalement, si ce trafic est qualifié en arrivant sur votre site, ça doit naturellement mener à plus de conversions parce que voilà, le trafic est qualifié en arrivant sur son site. Donc, c'est bien d'avoir un beau site web, donc un super design,
Mais si on a un super design, on n'a pas de SEO, voilà, c'est un peu comme un hôtel avec une magnifique piscine. Voilà, c'est un très bel endroit, mais il n'y a personne. De l'autre côté, on peut être très très bon en SEO, mais si on est mauvais en UX, voilà ce qui peut arriver. Beaucoup de monde, mais malheureusement, personne n'a envie de rester. Donc, il faut toujours être capable de marier les deux. On parle souvent d'une stratégie triptyque SEO pour attirer justement un trafic de qualité et de booster ses conversions. On parle de la triptyque, donc c'est technique, sémantique, popularité. Et vis-à-vis du SEO et de Google, la technique, c'est surtout s'adapter à une roadmap, entre guillemets, UX de Google. Donc, il faut avoir un site rapide qui fournit une bonne expérience pour le client et qui ne déçoit pas. Et Google est capable, on va voir par la suite, capable d'analyser une déception chez l'utilisateur qui arrive sur votre site en provenance de ces pages de résultats de recherche. Il faut bien sûr travailler tout ce qui est sémantique. Donc, en gros, c'est le contenu. Et là, il faut être capable de cibler la bonne intention de recherche, le bon mot-clé par rapport aux besoins de l'utilisateur. Et puis, finalement, on parle souvent de la popularité. On ne va pas trop toucher aujourd'hui. Mais en gros, c'est au cœur de l'algo de Google depuis sa création en 1996 à Stanford aux États-Unis. C'est une notion de popularité, de notoriété de son domaine qui est basée sur les backlinks, c'est-à-dire des liens qui pointent en provenance de sites externes vers son propre site. Donc ça, c'était la première clé. La deuxième clé que tu nous suggères sur le SEO et le SXO. Voilà, donc Google lui-même dit que Google was built for users, not websites. Et on voit depuis 4-5 ans qu'ils sont chez Google en train de mettre plus d'importance, plus de focus sur le côté UX, sur le côté expérience. En 2017, par exemple, ils ont mis en place ce qu'on appelle le Mobile First Indexing. Ça veut dire que les résultats de recherche de Google sont basés sur les indexations sur la version mobile de votre site. Donc, forcément, pour ranker depuis 2017, il faut avoir un site mobile qui tienne la route, qui est au niveau. C'est une bascule parce qu'avant, c'était sur le PC. Maintenant, ils tiennent compte du fait que tout le monde a basculé sur les mobiles, en fait. Exactement. Et donc, il envoie ces crawlers, ces robots qui vont aller partout sur le web pour indexer, crawler, on va dire, manger le contenu afin de l'injecter dans l'algorithme. Il va crawler la version mobile de votre site. Donc, il faut avoir, en gros, il faut avoir un site responsive qui tient la route. En 2018, avec son update qui s'appelle Medic, il essayait comment dire, déprioriser l'importance de certains types de contenus un peu spammy, et un certain type de contenu qui n'était pas au niveau en termes d'approche utilisateur et voilà. Et puis en 2021, il y a 6 mois, 8 mois, donc probablement le changement le plus important. On attend de voir les vraies retombées par rapport à ça. C'est en cours d'analyse. C'était le page experience et notamment le update des Core Web Vitals. Et là, pour la première fois, Google était plutôt noir ou blanc, alors qu'avant, il était plutôt dans le gris. Il a dit qu'il va prendre en compte des critères de UX, et notamment de temps de téléchargement de certains éléments d'une page web dans son algorithme afin d'établir les positionnements et les rankings. Donc, ça veut dire que si on est lent pour l'utilisateur, on risque d'être pénalisé. Donc, la deuxième clé, la vitesse, avoir un site qui respecte les normes UX. Troisième clé à retenir. C'est le pogo.
Ouais, encore une fois, Google n'est pas très clair là-dessus. Mais il dit depuis longtemps que son site doit fournir un résultat qui satisfait l'utilisateur vis-à-vis de l'intention de recherche. Et est-ce qu'il est capable d'analyser ce qu'on appelle le pogo sticking? C'est possible. C'est une hypothèse difficile à prouver, mais l'idée c'est que voilà, si je fais une recherche de mots-clés, j'ai mes résultats de recherche et je clique sur le premier résultat, je ne trouve pas mon bonheur parce que cette première page ne sait pas marier l'intention de recherche avec son contenu. Ça veut dire qu'il ne Ça veut fournit dire pas que une bonne le contenu expérience. n'est pas très pertinent par rapport à la recherche de l'utilisateur, en Exactement. fait. Bah, je reviens Ouais. tout de suite, je fais un back sur mon navigateur et je clique sur le deuxième. Bah, Google, avec un timestamp, c'est-à-dire le temps entre le premier clic et le deuxième clic, il est capable, bah, il sait le mesurer, il peut le mesurer, il le mesure. Donc, il est capable de voir si cette première page a fourni une satisfaction et ainsi de suite. Et donc, si je vais sur le deuxième, je clique sur le deuxième résultat, je reviens tout de suite, je fais un back parce que, encore une fois, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Je clique sur le troisième résultat, bah, Google, encore une fois, avec une notion de temps, il est capable de savoir que j'ai fait A, B, A, B, A, B. Et est-ce qu'il va déprioriser? Est-ce qu'il va pénaliser, entre guillemets, les sites qui, à répétition, ne fournissent pas une satisfaction par rapport à l'utilisateur? Bah, peut-être. Donc, Si voilà. je résume, en fait, les automates de Google regardent ce qui se passe sur les sites qui sont visités par les utilisateurs à partir de leurs recherches. Et s'ils se rendent compte que sur un site, il y a beaucoup d'utilisateurs qui font des allers-retours, parce qu'en fait, ça veut dire que quand ils font des recherches, les résultats qui sont affichés, finalement, ne sont pas satisfaisants, ne sont pas pertinents, alors Google va conclure que le site n'est pas à mettre dans les premières pages qui sont à proposer aux utilisateurs, tout simplement pour améliorer le service de recherche. Et Alors, c'est bah, ça je qu'on peux. appelle le pogo, puisqu'il fait des allers-retours comme ça. Voilà, Et c'est ça. voilà. Voilà, c'est une question un peu grise. C'est une Ouais. hypothèse de certains savants dans le monde du SEO, mais cette notion de ce qu'on appelle de long click, ça veut dire que si le pogo sticking, l'idée d'aller vers A, B, B, C, A, voilà, ça c'est un short click parce que c'est j'y vais, je reviens tout de suite, je clique, c'est un short click. C'est vrai que est-ce que Google va prioriser dans ses résultats un long click en disant que si j'ai un long click, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui clique sur un résultat et qui ne revient pas. Ça veut dire que le site vers lequel j'aurais envoyé cet utilisateur Et aurait pertinent, fourni satisfaisant. une satisfaction parce que le clic, il est long, il est un long click. Ouais. Donc, voilà, est-ce que l'utilisateur a préféré continuer sa navigation ailleurs plutôt que de revenir sur Google? Encore une fois, c'est une hypothèse, il faut prendre avec des pincettes, mais il y a du sens dedans. Alors, la quatrième clé que tu nous proposes de Ça retenir. rejoint un peu cette notion Mm. de technique. Faut avoir un site ultra rapide aujourd'hui. C'est non négociable en SEO. Voilà. Et donc le TTFB, ça s'appelle le Time to First Byte. On traduit rarement en français. Et c'est le temps écoulé entre le moment où l'utilisateur va faire une requête avec son browser et le premier octet de la page qui est reçu par le navigateur. En fait, c'est le temps perçu par l'utilisateur pour avoir ses résultats. Non, Alors, c'est ce qui est mesuré, mais vu de l'utilisateur, est-ce c'est que même quand je avant, en cherche fait, quelque Christelle, chose, j'ai tout de suite mes résultats? c'est le premier envoi de data depuis le serveur sur lequel le site web se trouve. Donc, Ouais. c'est surtout une mesure de hardware, plus hardware que de code, un peu les deux. Et donc, Google, quand son crawler va indexer, crawler des pages, si lui, il rencontre des TTFB élevés, ça veut dire que c'est difficile pour lui d'aller récupérer les pages Ouais. rapidement. Bon, voilà, il n'est pas Alors, le content. Et crawler, donc, juste si on peut préciser, parce que bien sûr, naturellement, tu utilises beaucoup d'anglais par la technique, c'est vrai. Paul, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, le crawler, c'est les automates de Google qui, en fait, qui crawl, ça veut dire
ils naviguent sur les sites, ils regardent ce qui se passe et ensuite ils en tirent des données, des informations et c'est ça qui leur permet d'influer sur le classement des sites et leur affichage dans Google. Voilà. Et donc, quand Google, quand le robot, le crawler, on parle souvent de spider, d'araignée. Oui. Si l'araignée vient sur votre site et votre site est lent en termes de TTFB, donc l'araignée a du mal justement à passer de page en page, bah voilà, ça coûte à Google. Ça coûte à Google, c'est dans son modèle économique de crawler, mais ça coûte de l'argent. Donc, si lui va passer plus de temps à crawler, ça va lui coûter plus d'argent. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce fameux TTFB, donc la vitesse de votre site à répondre aux requêtes et les positions SEO? Peut-être pas peut-être pas un lien direct, mais il y a un lien surtout entre une fréquence de crawl et les rankings. Et on voit que, voilà, si son site est rapide, et là on le voit dans les graphes sur ce slide, si son site est rapide, Google va revenir sur son site de façon plus fréquente pour crawler, pour indexer. Donc, en gros, tout ça veut dire qu'il faut avoir non seulement un site qui fournit une bonne expérience utilisateur de façon visuelle pour l'utilisateur, mais aussi un site qui techniquement répond ultra rapidement. Et le cinquième clé pour cette notion de search, d'expérience de recherche, c'est de se dire que, OK, bah, le SEO commence avant son site. Voilà, ce n'est pas une question de page de landing ou de page de résultats de recherche. C'est surtout, voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire en sorte que, voilà, l'expérience que je donne de ma marque, de mon site, de mon brand, dans les résultats de recherche, me permet à avoir plus de visiteurs, plusieurs leviers. On peut réfléchir à Google My Business. Donc, vous voyez, qui est ici, ce que à vous droite, voyez à l'écran, c'est le résultat de la recherche de notre marque, avec cette idée de dominer, entre guillemets, au moins la première page de résultat de recherche pour sa propre marque. Donc, la page Google My Business, c'est évident, très facile à mettre en place. Des rich snippets, on n'en a pas chez nous pour le moment, on y travaille, mais ce sont des données enrichies qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir un peu plus de visuel dans les résultats de recherche et d'attirer plus de clics de façon visuelle. Des site links, c'est des liens complémentaires qu'on peut ajouter à sa présentation dans les résultats de recherche Google. On voit ici à gauche, du coup. Voilà, c'est ça. Et puis, nous, ce qu'on fait, comme beaucoup de marques, c'est que on va en plus acheter notre propre marque en Google Ads, en publicité payante, pour qu'on garantit que si quelqu'un tape Zuka, ils vont venir chez nous. Voilà, et c'est ce qu'on voit ici sur c'est ce qu'on voit en premier en fait quand on tape Zuka. Exactement. Le premier résultat, c'est une page de landing publicité payante. Bon, c'est chez nous, mais on le paye. Et puis après, c'est le résultat de recherche naturel, donc le SEO. Et en bas à droite, vous voyez le Google My Business pour, voilà, avec cette idée de dominer le premier page de résultat de. Quelles sont les étapes pour réussir une stratégie de SEO et de Search Experience Optimization? D'abord, il faut cibler la bonne intention de recherche pour attirer les internautes qui ne vous connaissent pas. Et ça, on va le faire en 3 étapes. Donc, on va essayer de créer une intention de recherche ciblée pour créer un trafic hyper qualifié qui va par la suite avoir un impact positif sur les conversions. Et nous, on constate souvent des arborescences chez les clients qui sont basées sur une connaissance, on va dire, plutôt product et plutôt interne, entre guillemets, et non pas une structure qui est orientée client et qui est surtout orientée ce que tapent les gens dans Google et dans les résultats, dans les moteurs de recherche.
Oui, pour ça c'est le trouver. très gros piège Mm. des arborescences, puisque c'est des gens de l'entreprise, donc du métier en général, qui créent ces arborescences. En fait, il faut prendre le réflexe de se mettre dans la peau de l'utilisateur et de non seulement réfléchir comme lui et d'utiliser ses mots à lui. Et donc, par exemple, un des pièges les plus gros, c'est d'utiliser des jargons de métier. Ouais. Beaucoup de jargons de métier, on les retrouve sur les sites, alors que ce ne sont pas les mots que des clients vont utiliser. Je prends un exemple, par exemple, dans le secteur des télécoms. Quelqu'un qui travaille dans le secteur des télécoms va souvent parler de la voix, euh, alors que un client, lui, il va parler des appels illimités. Voilà, Ouais. ça c'est tout simplement, ils veulent dire la même chose, mais soit dans un cas, on va parler le langage du client, et alors à ce moment-là, on aura une chance de faire le bon SEO parce qu'on va prendre le langage du client. Si on fait voix, là, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Comment, comment, comment créer justement une stratégie de mots-clés, de portefeuille de mots-clés pour son site? D'abord, il faut essayer de connaître les types de requêtes des utilisateurs et leur propension à convertir. En gros, il y a 4 types de requêtes aujourd'hui sur le web. Il y a les requêtes, ce qu'on appelle informationnelles. L'objectif de l'utilisateur, c'est de savoir quelque chose. Et ça représente la grosse majorité des recherches faites dans Google. Exemple, comment nettoyer les clubs de golf. Et là, l'intention de conversion, l'attention entre guillemets de business, parce qu'après tout, c'est ça qui nous intéresse. Derrière un mot-clé, une requête informationnelle, c'est très bas. Après, on a des types de requêtes navigationnelles. Là, mon objectif, je veux accéder à quelque chose. Ça représente à peu près 10% de toutes les requêtes faites dans Google. Et là, un exemple, c'est club de golf blog. Là, mon intention de convertir, c'est très haut parce que je vais direct au but. Après, on a ce qu'on appelle un type de requête commerciale. Donc là, je prépare un futur transaction. Ça représente à peu près 10% des requêtes. Et là, un exemple, en restant dans ce même schéma de golf, c'est comparer les meilleurs sacs de golf. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais acheter, mais je veux avoir une idée sur une future transaction possible. Là, l'intention de convertir avec un type de requête commerciale, c'est moyen. Pour finir, une requête transactionnelle, là, je veux passer à l'action. C'est à peu près 10% encore une fois des requêtes. Et là, un exemple, c'est acheter balle de golf Titleist. Et là, bien sûr, l'intention de convertir, la possibilité de conversion derrière une type de requête transactionnelle, forcément, c'est très élevé. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils d'analyse sémantique qui vont nous donner une idée par mot-clé de cette fameuse intention de recherche. Donc, on est capable aujourd'hui de donner à ces outils une liste de mots-clés et l'outil va nous donner en réponse non seulement une idée du volume du mot-clé, donc combien de fois le mot-clé est frappé par mois dans Google, que ce soit en France, aux États-Unis, dans le monde, mais aussi de nous donner une idée de l'intention de recherche. Quel type de recherche ça représente, quel type de requête, dans quelle famille de type de requête ce mot-clé, il va plutôt se trouver. Ok. Donc, une fois qu'on aurait analysé les intentions de recherche, il faut comprendre, il faut transformer cette intention en mots-clés et comprendre la différence entre la courte traîne et la longue traîne. La courte traîne, ce sont des mots-clés qui ont beaucoup de volume, mais sur lesquels il y a une intention de recherche relativement basse. Exemple concret, billet avion. Bon, beaucoup de recherches dans Google sur billet avion, mais le mot-clé est très générique. Et en plus, la concurrence est très forte là-dessus. Donc,
ça, c'est plutôt un mot-clé à éviter parce que ce n'est pas qualifié derrière. Par contre, on regarde à droite dans le slide, la langue traîne une idée. Plombier Paris 15, là, j'ai un volume plus faible de recherche. Par contre, mon intention de recherche, à mon avis, est beaucoup plus qualifiée, très qualifiée par rapport à billets d'avion. C'est très bien. Donc, j'ai mes mots-clés. Je connais à peu près, en utilisant mes analyses, mes outils, les intentions de recherche sur chaque mot-clé. Donc, je pense avoir une bonne collection, une bonne portefeuille de mots-clés pour mon site web, derrière lequel je vais avoir une intention de recherche qualifiée. C'est-à-dire que les gens qui vont taper ces mots-clés-là pour arriver sur mon site, ils vont être intéressés par mon produit, par mon contenu, et ils vont convertir plus que d'autres mots-clés. OK, très bien. Mais je dois tester. Parce que voilà, il ne faut pas faire confiance aveuglément à des outils d'analyse de mots-clés. Donc, une idée pour tester, c'est pourquoi pas tester ces mots-clés avec une campagne publicité payante, donc Google Ads, une campagne SEA. Donc, voilà un exemple d'un de nos clients, d'une campagne SEA qu'on a mis en place pour justement tester une vingtaine, une trentaine de mots-clés parce que justement, on ne savait pas si derrière les analyses de volume et d'intention de recherche, on ne savait pas si ces mots-clés-là allaient convertir. Donc, ce qui est bien avec une campagne SEA pour tester le SEA, c'est voilà, tout de suite avec les coûts et les CPC, les coûts par clic, on a une idée d'investissement futur de SEA. Voilà, combien d'argent je vais devoir dépenser en SEA pour arriver à ranker sur ces mots-clés-là et quel serait mon retour sur investissement derrière. On va savoir aussi avec un taux de rebond et un indicateur tel que le nombre de pages par session, je vais avoir une idée de l'engagement, donc la qualité des parcours que je propose pour les internautes, la qualité de la page de landing, par exemple. Et puis, forcément, à la fin, le taux de conversion sur ces mots-clés-là, sur une campagne SEA, ça me donne une très, très, très bonne idée de l'intention. Donc, dans cet exemple-là, là, les mots-clés qui convertissent pas, on va plutôt peut-être les ignorer pour la SEA et on va plutôt mettre le focus sur les mots-clés qui convertissent et qui a des bons arguments coûts et CPC derrière. D'accord. C'est un bon truc. C'est à faire. OK, donc j'ai mes mots-clés. J'ai les idées d'intention de recherche. J'ai validé tout ça avec une campagne SEA. Donc voilà, ça y est. J'ai mon portefeuille de mots-clés que je veux injecter à mon site. Donc là, ce qui est très important, c'est de rationaliser l'arborescence en injectant la structure du site avec les mots-clés qu'on aurait validés. Et pour être facilement lu et interprété par Google, un site, si possible, doit être organisé par thématique en silos sématiques. C'est-à-dire que j'ai une page parente qui est optimisée sur un mot-clé X. Je peux avoir des pages enfants, donc c'est-à-dire qui sont optimisées sur des sous-thématiques de ma page parente. Et si besoin, je peux aller même plus loin et faisons des pages petits-enfants qui vont être optimisées sur des sous-thématiques de la page parente. Exemple concret avec plombier. Voilà, plombier, c'est ma page parente, ma page d'accueil, plombier.com par exemple. Après, je vais avoir des pages par ville, plombier Paris, plombier Grenoble. Et puis dans Paris, je vais avoir des pages enfants de la page Paris qui seront organisées par arrondissement. Donc, les pages petits-enfants de ce site seraient optimisées sur les mots-clés tels que plombier Paris 18, plombier Paris 19, plombier Paris 3, ainsi de suite. D'accord. Donc ça, c'était les 4 étapes que tu proposais pour réussir son SEO SEO. Bien entendu, on sait que là, tu as donné les principales clés et on s'aperçoit non seulement que c'est passionnant et que ça peut avoir des vrais impacts sur
l'efficacité de la transformation sur le site, sur sa visibilité. Donc voilà, Paul, vous avez livré là quelques clés, bien entendu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. On vous met les coordonnées de Paul et les miennes à la fin de la présentation. Alors maintenant, on va aborder une autre partie qui sont les tests utilisateurs, les user tests. Et là-dessus, à CMIS comme Zuka, nous travaillons avec principalement, et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, avec Testapic, qui est une solution française qui permet de faire des tests utilisateurs distants pour améliorer l'UX, donc l'expérience utilisateur sur vos sites et sur vos apps. Vous pouvez les utiliser quand vous êtes dans une phase de conception. Vous pouvez l'utiliser dans une phase où vous allez travailler particulièrement sur une partie de votre parcours. Par exemple, vous vous rendez compte que la conversion entre l'étape 3 et l'étape 4, l'étape où la personne a émis son besoin et l'étape 4 où elle doit transformer, en fait, mettre en panier, vous perdez les gens. Et donc, vous cherchez à comprendre quels sont les problèmes UX qu'il y a derrière. Voilà, les tests utilisateurs vous permettent de faire ça parce qu'en fait, vous regardez comment les utilisateurs vivent votre site en vrai. Vous pouvez aussi utiliser ces tests pour comparer votre performance par rapport à vos concurrents. Vous pouvez enfin utiliser ces tests pour vérifier si les objectifs que vous êtes fixés en termes du X, on veut améliorer le taux de conversion, on veut améliorer le taux d'inscription à la newsletter, etc., etc. Vérifier que ce que vous avez mis en place tient bien la route et est bien compris par vos utilisateurs. Donc, le principe qu'il y a derrière et pourquoi c'est important de faire vos tests utilisateurs, c'est effectivement, c'est que vous permettez, vous chaussez les lunettes des utilisateurs, vous regardez en vrai comment ils vivent l'expérience que vous avez conçue avec vos équipes et pour que vous arriviez à leur offrir finalement la meilleure expérience en ligne. Et puis du coup, vous êtes dans on l'a dit tout à l'heure, hein, le digital, c'est beaucoup de test and learn. Je fais quelque chose, je mesure et puis j'optimise. Je fais quelque chose, je mesure, peut-être que je me suis trompée et après j'améliore et je remesure. Paul, je te laisse continuer sur cette partie-là encore. Ouais, donc les tests utilisateurs sont très importants parce qu'on ne peut pas être soi-même expert de son propre produit. Non. Le vrai feedback qu'il faut écouter, c'est surtout le feedback de ses utilisateurs. Donc là, je lis en anglais, if you want to understand how a lion hunts, don't go to the zoo, go to the jungle. Donc si tu veux comprendre comment chasse un lion, il ne faut pas aller au zoo, faut aller à la savane. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller le plus que possible, le plus souvent que possible, écoutez vos propres utilisateurs parce que vous n'êtes pas expert sur votre propre produit digital, que ce soit website, application, etc., etc. Vous êtes trop impliqué en fait. Voilà, vous êtes trop impliqué. Donc les tests utilisés à distance, plusieurs avantages. On peut avoir des retours directs, spontanés. On teste dans des conditions réelles d'usage. Donc les gens sont vraiment chez eux, sur leur smartphone ou devant leur ordinateur. Donc vraiment dans une situation, dans un contexte réel. Et le plus proche possible de la réalité, en fait. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mener des tests sur des échantillons très représentatifs et qui vont vraiment cibler, qui peuvent cibler de façon assez microscopique vos clients types, vos utilisateurs types. Et vous pouvez d'ailleurs le faire en France, puisque là on présente en France, mais sur le Benelux et à l'étranger. Vous pouvez aussi utiliser pour partie vos propres fichiers si nécessaire. Et voilà, donc c'est très simple d'organiser une étude qui soit assez large en fait. Avantage non négligeable aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par l'équipe IT et attendre des semaines et des semaines pour une mise en production d'un script ou un code afin d'être capable de faire les tests. Voilà, on n'a pas besoin d'impliquer l'équipe de développement dans
dans ces tests-là. Par contre, il faut à tout prix impliquer l'équipe de dev dans le partage des résultats, dans la restitution des tests. Ça, c'est super important. C'est très important que l'équipe dev soit fédérée derrière cette notion de partage de résultats et de partage de problématiques suite à des feedbacks d'utilisateurs. Et autre avantage quand même important, c'est avec TestAPI, on peut avoir des résultats en moins de 48-72 heures. Donc, on peut aller très vite avec une approche qui peut être en quelque sorte une approche assez guérilla. On y va comme disait Christelle tout à l'heure, cette notion de test and learn, et on y va, on teste, on est agile. Voilà, le plateforme TestAPI lui permet de continuer cette approche-là. Voilà, effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut mettre en mode guérilla pour aller très très vite, surtout dans une phase de conception. C'est très utile, par exemple, quand on est dans une démarche agile. C'est aussi une autre façon d'animer l'équipe. Par moment, on peut faire du présentiel en labo, mais ça, c'est pas ce que propose TestAPI. Et effectivement, là-dessus, alors, on ne dit pas que c'est la seule solution possible, mais là, ce qu'on vous propose, on a un parti pris qui est de dire, et encore plus dans les contextes de crise sanitaire actuelle où c'est plus difficile de réunir les gens, par exemple en labo, les tests distance c'est en fait une solution très pratique et qui donne des bons enseignements. Et voilà. Et on a trouvé pour notre part une solution qu'on trouve très performante et sur lesquelles nous savons travailler, vous accompagner. Ça peut être pour une première fois, puis on peut continuer par la suite et c'est quelque chose que vos équipes peuvent appréhender assez rapidement. Alors, peut-être qu'un autre point sur la méthodologie, comme on disait, en fait, c'est assez classique en termes de méthodologie. Il y a un protocole de test qui est monté, on réalise les tests, les données sont étudiées très très vite. On expliquait qu'en 48 heures, les données pouvaient être faites. Et c'est là où il y a un savoir-faire sur la partie 4 et la partie 5, où des spécialistes de l'UX, comme Zuka, comme des personnes de chez Acemis et qui travaillent ensemble en général dans ces étapes-là. On regarde les résultats de vos étapes et on vous fait des recommandations sur les améliorations du parcours UX, et y compris quand on est avec Acemis, de regarder comment est-ce que ça tient bien compte de votre stratégie omnicanal pour aller un peu plus loin. Donc, comme on disait, les participants aux études s'auto-administrent leur questionnaire ou la navigation. On recueille des données aussi bien qualitatives que quantitatives, puisque ça se fait par vidéo et questionnaire, et vous pouvez faire les deux. Et puis, on peut tester ça aussi bien sur un prototype dynamique, donc des maquettes qu'on a rendues un peu vivantes, sur une version en pré-production, et puis on peut faire des benchmarks, ça on l'a rappelé, c'est quand même quelque chose de hyper intéressant quand on se lance ou quand on a une difficulté, de regarder comment est-ce que ces concurrents réussissent à se débrouiller, qu'est-ce qu'ils ont réussi que nous, on doit encore mettre en place. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de tester des milliers d'utilisateurs avant d'avoir des résultats probants. Nous, on dit qu'avec un panel de 6 à 8 participants sur un device spécifique, donc que ce soit mobile ou desktop, ordinateur, on peut détecter 90% des problèmes majeurs du X. Donc, on peut aller très vite. De toute façon, les problèmes majeurs du X, tous les utilisateurs vont les avoir, vont être confrontés, vont être frustrés avec ça. Donc, voilà, résultat probant avec moins de 10 tests. Voilà. Et le dernier aspect de cette solution, c'est que les résultats des analyses et aussi bien les vidéos que les questionnaires sont à votre disposition de façon libre, et vous n'avez pas besoin de repasser par votre prestataire, celui qui vous accompagne, que ce soit Acemis, que ce soit Zuka, pour pouvoir retoucher à vos données, aller faire un focus sur un sujet. Donc ça, c'est aussi très appréciable d'avoir des résultats dans un premier temps, puis de pouvoir y retourner à loisir au fur et à mesure du temps.
Donc là, on va vous montrer un test qui a été fait par une compagnie aérienne. Un test vidéo. Ah, cette page sélection des bagages. Donc, on va choisir notre vol. On a dit. Donc, allez, on part vendredi. Et on revient dimanche à 20h. Où est-ce qu'on valide? Tous les vols sont sélectionnés. Ok. Avec le prix. Ok, donc c'est x2. Ah, c'est pas précisé. Ok, d'accord. Donc peut-être préciser si c'est par personne, pour tout le monde. Voilà, donc on voit sur cette vidéo que l'utilisateur est en train de tester la nouvelle descente de réservation de billets d'avion d'une compagnie aérienne et qu'on entend ses commentaires. On le voit en fait faire son test sur son mobile et on voit comment il navigue, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il aurait aimé trouver par rapport à une question qu'on lui a une mission qu'on lui a donnée qui était de dire essayez de trouver votre billet d'avion, vous êtes en train d'acheter un billet d'avion, comment est-ce que vous trouvez le meilleur prix? Voilà. Et donc ça, ces extraits sont disponibles et ils sont analysés et ils vous permettent d'ailleurs aussi, en termes de management des changements, de montrer à vos équipes, à des dirigeants, aux décideurs, des problèmes que vous avez décelés grâce à ces tests utilisateurs et que vous essayez de résoudre. Ça évite un peu ce qui peut arriver parfois, la voix du plus fort. La voix du plus fort n'est pas toujours la meilleure. La voix du plus fort, quand on parle du X, c'est celle de l'utilisateur. Et donc, en fait, ça remet tout le monde autour de la table de façon égale. Et donc, c'est aussi un des avantages de cette méthode d'utiliser des tests utilisateurs avec des vidéos et des questionnaires. Alors, on va se remettre sur le document. Un exemple concret de ce que nous, on a pu faire dans le passé. Voilà, un de nos clients dans le secteur des produits d'entretien B2B, B2B2C. On a fait des tests focus sur le fiche produit parce qu'on avait identifié auparavant dans les analyses de parcours et de data qu'il y avait un souci il y avait un souci sur la page, sur le fiche produit, mais on ne pouvait pas aller plus loin avec les data. Donc, on a décidé à ce moment-là de faire des tests utilisateurs qui nous ont montré que la configuration du produit était compliquée sur mobile. Voilà, en gros, les boutons étaient trop petits. Donc, les gens, ils avaient vraiment du mal à sélectionner les contenances, les volumes, les types de produits parce que les boutons étaient trop petits. Il ne faut pas jamais oublier en mobile design que les boutons doivent être suffisamment gros pour justement être cliqués, tapés, on dit, facilement par les utilisateurs parce que voilà, un clic, c'est le doigt, c'est pas le souris ou le clavier. Et on a vu aussi que les utilisateurs, ils avaient du mal avec les menus du Roland de sélection de couleurs ou de configuration de produits qui scrollaient hors écran. Donc, on ouvrait je me souviens, on ouvrait un menu de Roland, mais le bas du menu disparaît de l'écran. Et donc, si on voulait choisir un produit qui était plus bas, il fallait scroller à la fois avec son mobile, avec la page web elle-même, mais aussi scroller avec le menu de Roland lié au système d'exploitation du téléphone, que ce soit un iPhone ou un Samsung. Donc, c'était difficile. On avait réglé ces deux problèmes-là très facilement en agrandissant la taille des boutons et en fait en supprimant totalement la sélection par menu du Roland et en optant plutôt pour un choix par bouton. Et là, en 3 mois, on a eu plus 14% d'âge au panier, donc ce qui est quand même assez énorme, et moins de 28% d'erreurs de choix suite à ces tests utilisateurs. Donc vraiment un succès
un succès très probant, très évident et qui nous a montré la puissance de faire des tests utilisateurs. Voilà. Merci Paul. Et donc là, effectivement, même en termes d'expérience client, moins 28% d'erreurs, ça veut dire qu'en fait, les clients auparavant, alors déjà, il y en avait beaucoup qui ne transformaient pas, mais il y en avait beaucoup qui se trompaient et donc qui devaient passer par le circuit relation client et puis Exactement. réclamation, etc. Donc ça, là-dessus, ça joue à la fois sur les résultats et sur la satisfaction client et probablement aussi sur la réputation, sur le buzz que vous pouvez avoir sur Internet, quoi. Voilà, dernière partie sur l'optimisation des taux de conversion. Donc, on avait fait une première partie sur le SEO et le SXO, ensuite sur les tests utilisateurs, et le dernier levier, c'est l'optimisation des taux de conversion. Alors, pourquoi c'est important, Paul? Le CRO, good question. Avoir du trafic, c'est bien. Le convertir, c'est mieux. Donc, voilà. Chaque site web doit avoir un objectif de business, un objectif commercial, transactionnel. Un site e-commerce, donc forcément un objectif transactionnel, il doit faire des commandes. Un site B2B, le site d'Asemis, le site de Zuka, l'objectif, c'est clairement augmenter le contact, le nombre de contacts entrants, de générer des leads. Tout simplement, voilà, le CRO, le Conversion Rate Optimization. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on traduit rarement, optimisation de conversion, mais on reste souvent dans le CRO. C'est voilà, c'est bien d'avoir du trafic, mais il faut que ça ramène quelque chose en termes de business. D'accord. Il faut que ça convertisse. On voit à droite les outils que tu utilises. Ouais, bah nous, en CRO, bah, il y a beaucoup d'outils, on va en parler plus loin. En termes d'analytics, on va utiliser très souvent Google Analytics parce que voilà, c'est un peu le choix standardisé parce que c'est gratuit, c'est facile d'accès, ça fait partie de l'écosystème Google. Google Tag Manager, on va utiliser ça pour ajouter une couche d'intelligence dans les analyses d'un site web. AT Internet, c'est le Google Analytics RGPD friendly. Oui. Donc, moins puissant, mais intéressant quand même. Et Commanders Act, ouais, c'est à peu près le Google Tag Manager, un peu plus RGPD friendly aussi. OK. Qu'est-ce que c'est le taux de conversion? Bah, il est d'abord important de bien le comprendre et bien le définir afin de mettre en relation ce taux de conversion avec les moyens du secteur, afin qu'on puisse fixer se fixer ses propres objectifs qui vont être réalistes mais ambitieux. Donc, un taux de conversion, c'est quoi? C'est le nombre de conversions effectuées pendant une période donnée, parce qu'on mesure toujours pendant une période donnée, que ce soit un jour, une semaine, un mois, une année, voilà, divisé par le nombre de visiteurs. Et voilà, comme on vient de dire, Christelle, pour vous donner une idée de c'est quoi une conversion, bah, il y en a plein. Bah, une conversion e-commerce, ça va être une commande, forcément. Mais ça peut être aussi une inscription à la newsletter, parce que derrière, on va pouvoir Engager la conversation. voilà, c'est ça. Conversion sur un site plutôt édito de l'édition peut être la vue d'une vidéo à 100% ou à 80%. Ça veut dire que le contenu qu'on a donné sur le site soit engageant pour l'utilisateur. En termes de lead, donc clairement, c'est remplissage de formulaire et génération derrière de leads ou même un téléchargement d'un PDF ou un livre blanc, ça peut être aussi une conversion. Et en bas à droite, on voit que le taux de conversion e-commerce peut changer par industrie. On voit que dans la grande distribution, on va toucher les 5% de taux de conversion, alors que dans la high-tech, c'est plutôt 1,2. Et dans le telco, moins de 1% ici. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir les moyennes de son secteur, de connaître et donc de regarder ce qui se passe ailleurs, quoi. Faut pas oublier que dans
moi, j'habite à Dijon et donc dans le centre de Dijon, dans un magasin classique, hein, le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs qui entrent dans un magasin divisé par le nombre de commandes, nombre d'achats divisé par le nombre de personnes qui vont franchir la porte du magasin. Dans un magasin physique classique, on va être dans les 25, 30, 35%. Alors que sur Internet, on vient de voir que voilà, si on fait 1%, 1,5%, 2% dans certaines industries, on fait bien son job. Donc, Sachant que, par contre, on a en général un volume de trafic qui est beaucoup plus bien important sûr, et qualifié. Et donc, c'est ça qu'il faut bien réussir sûr, à équilibrer. bien sûr. Mais moi, juste pour montrer la différence entre Ouais. un magasin physique classique et un taux de conversion sur le web. Quelle Alors, méthode comment on s'y prend pour faire de l'optimisation du taux de conversion? Bon, voilà, moi je pourrais en parler pendant des semaines, mais voilà, on a quelques minutes et quelques slides. Donc, en gros, l'idée, c'est que on va commencer en haut à droite, on va définir ses objectifs et définir ce qu'on veut mesurer. Par la suite, on va les mesurer, avec, comme on vient de voir, des outils d'analytics. On peut aussi, à ce moment-là, faire des tests utilisateurs afin d'avoir un feedback aussi quanti et quali. On va analyser les résultats de ce qu'on a mesuré pour par la suite créer des hypothèses de ce qui ne va pas sur le site et les prioriser. Et là, on va fermer le cercle avec une période d'optimisation où on va justement mettre en place des améliorations sur le site afin de régler les problèmes. Mais l'idée, c'est que le cercle va continuer en permanence pour avoir des améliorations durables. Une fois qu'on aurait mis en place les améliorations, il faut les tester. Voilà, ça revient C'est un à cercle Christelle, vertueux, il à faut ta notion avoir de un test and cycle. learn. Ouais, Voilà. ok. Et en CRO, voilà, on va garder un œil sur le taux de conversion macro. Donc, c'est un trend qu'on va suivre dans le temps, mais on ne va pas stresser dessus. Donc, le taux de conversion global d'un site web, c'est-à-dire le nombre de commandes divisé par le nombre de visiteurs pendant une période donnée, ça, c'est quelque chose qu'on va suivre dans le temps, mais on ne va pas stresser là-dessus. Par contre, on va surtout mesurer ce qu'on appelle les micro-conversions, les micro-conversions. Donc, si on prend le même exemple d'un site e-commerce, on va regarder le taux de conversion entre le landing, entre l'arrivée du site et le taux de rebond. Donc, en gros, l'expérience des clients potentiels sur la première page du site. Et donc là, notamment, on va regarder le taux de rebond. Est-ce que les clients potentiels, est-ce qu'ils s'en vont dès la première page? Après, on va regarder un taux de conversion micro entre la première page du site et un fiche produit. On appelle ça le taux d'engagement. Quel est le pourcentage de mes visiteurs qui arrivent à la page fiche produit? Ça veut dire qu'ils sont engagés parce qu'ils ont vu forcément un produit. On va regarder ce taux de conversion-là. Par la suite, on va regarder un taux de conversion entre justement le fiche produit et le panier. Quel est le pourcentage de mes utilisateurs qui vont ajouter au panier depuis le fiche produit? Et si c'est bas, pourquoi? Parce que j'ai un problème avec les photos, j'ai un problème avec mon contenu, j'ai un problème avec mon call to action, j'ai un problème avec mon merchandising, j'ai un problème de performance. Voilà. Et puis par la suite, on va regarder aussi un taux de conversion micro entre, par exemple, le panier et le checkout. Une fois les produits ajoutés dans le panier, quelle est la conversion, quel est le pourcentage d'utilisateurs qui vont faire une transaction. Et qui vont vraiment payer parce que c'est Voilà. effectivement souvent dans les sites d'e-commerce, c'est un endroit où quand on se lance, on perd du monde, c'est-à-dire qu'on a réussi à amener les gens à vouloir acheter et c'est à ce moment-là qu'il y a un souci, c'est parfois la mise en panier qui est problématique ou c'est juste le passage en paiement qui est compliqué ou même la fin où on confirme au client où le client a bien compris qu'il a fini son achat et que tout s'est bien passé. Ouais. On va accélérer. Montra chez Zouk, que je vais dire en anglais parce que c'est pas vulgaire, just fucking do it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on n'a pas besoin de réfléchir. Il faut just fucking do it. Si la data et ou un retour de user test nous disent qu'il y a un problème, pas besoin d'attendre pour le traiter, il faut y aller
régler le problème. Donc, en gros, ce qui est très important en termes d'impact et facile à mettre en place, il faut le faire tout de suite. Faut pas attendre. C'est un conseil qui est très pratique et très concret, en fait. Voilà, il faut écouter, il faut regarder et il faut se donner les moyens d'agir juste derrière, quoi. Et ça revient à ce que tu as dit, Christelle, sur le user testing. Souvent, on peut constater des réticences en interne, surtout chez les gens qui ont plus de pouvoir. Mais là, si on a les données plus un feedback utilisateur qui nous disent qu'il y a un problème, voilà, on peut ignorer tout le monde. Il faut régler le problème. Point. Oui, ça met tout le monde d'accord. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est avoir une approche de CRO et de commencer à optimiser là où on va avoir des résultats. Donc, c'est surtout à la fin de l'entonnoir qu'on va avoir les résultats les plus intéressants le plus vite. Donc, nous, chez Zuka, quand on fait un audit de site e-commerce et on constate qu'il y a des problèmes dans le checkout et les conversions, on va surtout prioriser le checkout et le panier et le checkout pour commencer les optimisations. Pourquoi? Parce que ce qui est un conseil précieux parce que c'est pas intuitif. Parce que faire du plus 3% dans le checkout vers la page de paiement, bah, c'est beaucoup plus intéressant de faire. C'est du cash qui va rentrer tout de suite. Voilà, sur l'arrivée du flux de trafic. Donc, voilà, et d'autant plus que sur ces pages-là, il y a aussi souvent des sujets de sécurité et donc de confiance. Donc, c'est des parties de parcours digital qu'il faut particulièrement soigner, non seulement parce qu'il y a un enjeu de chiffre d'affaires et de conversion dessus, mais aussi parce qu'il y a un sujet de confiance et donc finalement de pérennité de votre marque, de marque e-commerce pour la suite. Et ça, c'est intéressant et c'est toujours pas acté chez beaucoup de gens. Hein. Voilà. L'optimisation de conversion, c'est surtout pas les couleurs des boutons, c'est rarement des photos, c'est rarement la couleur de fond, c'est rarement la structure de la page. Ce qui va avoir le plus d'impact et des fois plus de 2 fois plus d'impact que le design, c'est le content, c'est le copywriting. Voilà. Donc des mots en gros. Donc c'est ça qui va vraiment créer envie chez un client potentiel d'aller plus loin dans sa démarche d'acheter. C'est les mots, c'est du marketing, make it about me. Voilà, on n'a pas besoin de traduire ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce que tu proposes. Voilà. Et donc, un exemple assez connu dans le monde du conversion, un site anglais de vêtements, voilà, changer son accroche et plus de 14% de clics sur l'exemple à droite qui certes est un peu pushy, un peu provoque, mais bon, voilà. Donc, résultat sans argument pour moi. Et là, c'est effectivement hyper intéressant parce qu'on voit bien, tu as poussé le sujet des textes, mais là, ça veut dire en termes de modification sur le site, ça n'a rien coûté. Ouais, voilà. Ça a coûté 5 minutes. Ça a coûté de la réécriture de texte, mais ça n'a pas été des développements, ça n'a pas été de refaire entièrement la page pour pouvoir s'inscrire, hein, le formulaire. Ça a juste été un sujet de trouver les meilleurs mots et les meilleurs arguments pour convaincre sa cible. Du marketing, quoi, du storytelling, le message. Et on revient à la base, du coup. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est pas étonnant, c'est logique, mais c'est aujourd'hui, on constate toujours quand même des clients voilà, qui sont un peu réticents par rapport à ça et qui pensent que la conversion, c'est dans les boutons, c'est dans les couleurs, c'est bien sûr important, mais c'est loin d'être suffisant. C'est surtout le copywriting qui est plus important. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dans les conseils très pratiques de ce qu'il faut mettre en place en fait finalement. Ouais, c'est quel stack, donc comment on traduit stack,
Combinaison, Ouais, même on dit stack, même maintenant, donc encore quelque chose qu'on ne traduit pas. Le stack d'optimisation de conversion, 5 colonnes, 5 types d'approches d'outils. D'abord, donc les analyses de comportement, donc Google Analytics, comme on a vu, Google Tag Manager pour ajouter une couche d'intelligence, Hotjar qui appartient maintenant à Content Square, qui est très intéressant pour mesurer des zones de chaleur et pour aussi avoir une approche assez microscopique de mesure de formulaire. Donc, c'est très bien. On peut mesurer le taux de conversion à travers un formulaire, champ par champ. Donc, c'est intéressant. Pour les tests utilisateurs, donc, comme on a dit, très important de parler, d'écouter ses propres utilisateurs. Donc là, sans réfléchir à ces tests à pic, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. En termes de, allez, on va à droite en termes d'organisation. On aime bien ce qui est balsamique pour les prototypes, les wireframes, parce que c'est très simple, pas besoin de trop réfléchir. Un outil type Slack pour communiquer mieux qu'email et un outil type GitLab pour être organisé dans la création des tâches. En termes de testing, pourquoi pas Optimize, un outil de Google qui nous permet de faire des tests A/B, basiques, mais qui tiennent la route, notamment sur les tests de copywriting, de contenu, de rédaction. Et puis, si on veut pousser un peu plus loin, un outil type A/B Tasty qui va permettre de faire des tests A/B vraiment poussés. Et en termes d'équipe, pas besoin d'avoir 10 000 personnes qui travaillent sur le sujet. Quelqu'un qui va bien sûr manager et chapeauter l'équipe, mais après, quelqu'un qui va rédiger, donc un copywriter, rédacteur de contenu, et puis quelqu'un qui va traiter le côté plus design, intégration. Voilà, donc pour attaquer l'optimisation de conversion, c'est quelques outils à mettre en place, une petite équipe à mettre en place, mais c'est pas compliqué. Alors, bien sûr, ce qu'on dit là-dessus, on vous donne les trucs et notre façon de s'organiser, hein, puisque très clairement, là, c'est Paul qui vous donne ce qui se passe dans ses cuisines. Et bien entendu, on est capable de vous accompagner pour mettre en place cet environnement en tenant compte aussi de votre charge interne, de votre contexte et de votre capacité à intégrer. Et ça peut se faire à l'extérieur. Et puis petit à petit, on peut réintégrer ces fonctions en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et puis et des efforts qu'on veut bien mettre là-dessus. Voilà, ça dépend aussi du chemin de progression dans lequel vous êtes. Voilà, on voulait vous donner en tout cas la totale. Et puis bien sûr, ça se fait en étapes et aussi bien pour l'équipement que pour l'intégration des compétences au sein de vos équipes. C'est pas sorcier l'optimisation de conversion. La chose la plus importante, ça reste humain, c'est l'organisation. Il faut être organisé. Voilà, il faut respecter un certain nombre de règles et de process, mais c'est pas sorcier. Et c'est là on retombe sur une de nos convictions qui est que c'est avec les équipes qu'on réussit à faire ça, avec un mode de collaboration, bien sûr des compétences, mais une capacité à travailler ensemble de façon efficace. Exactement. Voilà. Et ça se fait autour des projets et c'est là-dessus aussi qu'on peut vous accompagner. Du coup, on arrive à la fin de cette présentation. Peut-être les 5 points qu'on vous propose de retenir. Je vais commencer, comme on vous disait, la première chose à faire et qui est vraiment importante, c'est de prendre le temps d'écrire votre stratégie digitale, de la penser en cohérence avec l'ensemble de vos canaux d'interaction avec les clients, de travailler sur vos parcours de bout en bout, et puis de mettre ça en cohérence avec votre ambition d'expérience client. Voilà. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est Paul qui va la prendre. Ouais, en gros, c'est ne pas mettre trop de focus sur les mots-clés, les volumes, mais surtout réfléchir en termes d'intention de recherche. OK? Un mot-clé X, Y, Z, qu'est-ce que ça se traduit comment en intention de recherche, en intention de derrière, qu'est-ce qui est vraiment derrière ce mot-clé-là, qu'est-ce qu'il recherche à faire, à savoir, à accomplir comme tâche de la personne qui va taper ce mot-clé-là. Puis par la suite, une fois qu'on a défini ces mots-clés-là avec des intentions intéressantes vis-à-vis de son propre business,
comment je vais injecter ces mots-clés-là dans une structure de site web afin de fournir une satisfaction sur le site web qui est, comme on a vu ensemble, important pour Google aujourd'hui et je pense qu'il va le devenir de plus en plus à l'avenir. Ok. Le troisième sujet, on va aller vite, c'est que, vous l'aurez compris, il faut utiliser tout ce que vos utilisateurs peuvent vous apporter, donc les écouter, parce que tout simplement, vous n'êtes pas votre propre utilisateur, donc vous ne pouvez pas prendre sa place. Donc il faut faire des tests et puis en tenir compte. Quatrième point pour toi. Bah, je viens de le dire, donc je ne vais pas Ouais. répéter. Tout le monde peut faire du CRO, c'est pas difficile. Ça reste, comme tu as dit, la clé de la réussite est dans l'organisation, donc c'est humain. Voilà. Voilà. Et puis le dernier point, du coup, effectivement, on reste sur ce sujet humain. C'est l'écosystème d'outils et d'experts que vous allez mettre en place qui va vous faire approcher de la réussite sur des sujets qui sont très concrets, qui peuvent être parfois un peu techniques, mais sur lesquels on peut progresser. Donc, c'est un peu notre proposition et on sera ravis de vous accompagner dessus si vous le souhaitez, de vous aider à mettre en place cet écosystème d'outils et d'experts et puis de construire une feuille de route avec vous là-dessus, tout simplement pour améliorer les performances de vos sites, de vos apps et puis voilà, finalement améliorer votre SEO et votre UX. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. On vous laisse nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter directement. Vous avez envie d'en parler un peu plus avec nous. Vous avez une problématique qui vous concerne. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, dernière chose, vous pouvez regarder nos autres webinars sur le sujet de l'amélioration de l'expérience client, de l'expérience digitale. Ils sont disponibles sur Webikeo. Il suffit juste que vous alliez sur la chaîne Acemis. Et donc, grand merci à vous. Et puis, on espère vous retrouver bientôt. Merci.